tout le monde veut sa part du gâteau. Et donc la part relative de la bourgeoisie française, elle baisse. Je disais que ma mère disait que j'étais une mauvaise musulmane et je lui donnais raison. La seule manière pour la bourgeoisie de garantir sa pérennité, c'est précisément d'élever chez le prolétaire blanc un niveau de racisme le plus élevé possible. Et avec ce genre de mentalité, on va vers ce que j'appelle l'islam McDonald's. C'est-à-dire qu'en fait, on est totalement captif du libéralisme. Moi, je la vois, je la connais, notre beauté indigène. Moi, je peux dire les pires choses sur les non-blancs, sur les arabes, les maghrébins, les pires choses. En même temps, je sais la beauté qu'il y a en nous, parce que je sais que on est en amont de ce que sont devenus les blancs. Je rencontre une humanité blanche insoupçonnable. Ils nous lisent, ils arrivent vers nous avec des grands yeux, comme tu sens que personne ne leur a parlé. Houria Boutelja, salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, on est là aujourd'hui pour un entretien pour l'association Ensemble sur le chemin du savoir. On a la chance de t'avoir avec nous. On va te présenter de manière simple et efficace. Je dirais essayiste, théoricienne et militante décoloniale. Ça te semble bien. Alors, si tu veux, l'idée de cet entretien, c'est de repartir de la proposition stratégique que tu as effectuée à destination de la gauche au lendemain de la présidentielle de 2022. C'est ton livre Beauf et barbare, le pari du nous. Tu l'as fait juste après l'élection présidentielle de 2022. Maintenant, on est à la veille de l'élection présidentielle de 2027. Et l'idée, ça serait de voir comment ça a été reçu, est-ce que ça a été appliqué, enfin ton regard sur, en somme, la campagne présidentielle de l'AFI. Puisque la proposition que tu faisais était en grande partie à destination de l'AFI. Donc l'entretien va avoir lieu en 3 parties. D'abord pour plus d'intelligibilité, pour que tous les gens qui nous écoutent comprennent le cadre de départ. On va repartir du cadre théorique justement, c'est-à-dire la proposition conceptuelle que tu fais, qui est celle de l'État racial intégral, qui est une proposition conceptuelle nouvelle. Tu t'inspires de Gramsci, son concept d'État intégral, enfin tu nous expliqueras. Ensuite, évoquer la proposition stratégique en tant que telle, c'est-à-dire ce que tu conçois comme une potentielle brèche dans cet État racial intégral, c'est l'alliance de ce que tu appelles les beaufs et les barbares, tu nous expliqueras. Et enfin, le plus important, ce que je disais justement, on va faire la 3e partie de l'entretien sur le début de campagne de l'AFI au prisme de ta proposition. La première question, c'est sur ce concept que tu développes, d'État racial intégral. Je t'ai déjà vu dire dans une interview que la gauche blanche, elle est décomplexée en matière de pensée, en matière de doctrine. Elle peut se permettre de penser le système économique, elle peut se permettre de penser les relations internationales, elle peut se permettre de penser l'État. Et que nous, au niveau de la pensée décoloniale, enfin en tout cas toi, pour l'instant la pensée décoloniale en France, il y a des concepts sur lesquels on n'est pas encore allé. Et notamment la pensée de l'État. Et toi, tu apportes un concept là-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as voulu amener ce concept d'État racial intégral dans le débat d'idées ? Déjà, merci pour cette invitation. C'est la 2e fois que je viens ici à votre rencontre et c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Alors en fait, je ne sais pas trop par où commencer parce que l'idée déjà d'alliance des classes populaires, c'est pas du tout une idée nouvelle chez nous. Et je dirais même qu'elle a existé depuis le départ, depuis l'appel des indigènes en 2005. Alors probablement elle s'est affinée. Mais Sadric Yari, qui était le premier théoricien des indigènes de la République, il faut quand même le dire, c'est lui qui nous a emmenés vers cette voie de la politisation de la question de l'État. À savoir, il nous a permis de sortir de ce que nous on appelait le syndicalisme de quartier, à savoir les luttes auxquelles étaient cantonnés les descendants d'immigration postcoloniale, à savoir militer localement dans leur quartier contre telle ou telle discrimination, peu importe, et de manière sectorisée.
contre l'islamophobie, contre les violences policières, contre une école qui était vécue comme discriminatoire, et plein d'autres sujets, la Palestine, peu importe, mais on est toujours dans des luttes très sectorisées, mais qui ne s'interpénètrent pas, et donc qui loupent la question du pouvoir et de la politique. Donc nous, avec l'appel des indigènes, et grâce à Sadri, on est sortis du syndicalisme de quartier. Non pas que le syndicalisme de quartier soit méprisable en soi, parce que c'est éminemment important, surtout pour les urgences sociales, mais qu'il fallait, à un moment donné, qu'on devienne un sujet politique, au sens plein du terme, et on ne peut pas devenir un sujet politique si on ne pense pas à la question du pouvoir. Voilà. Nous, on a commencé directement comme ça, 2005, l'appel des indigènes de la République, immédiatement. Les premières productions, c'était comment penser le pouvoir, et surtout comment penser ce qu'on appelait déjà une majorité décoloniale. C'est l'équivalent, le synonyme de bloc politique. On cherchait comment une hégémonie politique à la Gramsci, en fait. Hein. Alors, avec ce livre de Beauf et Barbare, je dirais pas que... Alors, je l'ai sorti en 2003, et en 2023. Pardon, en 2023. En 2023, la France Insoumise était déjà en train de faire sa mue antiraciste. Ce n'est pas avec mon livre qu'elle l'a fait. Moi, je dirais que la France Insoumise, elle a été mise sur cette voie grâce aux luttes qui ont précédé. Les luttes décoloniales pendant une quinzaine d'années, les luttes contre les violences policières, contre le racisme d'État, contre l'islamophobie d'État, pour les luttes antisionistes. En fait, le mouvement décolonial et sa fraîcheur, si j'ose dire, sa nouveauté, le fait qu'on a été capable de rallier autour de nous à la fois des non-blancs et en même temps convaincre des franges même minoritaires de la gauche pendant une quinzaine d'années, a fait que la gauche blanche s'est métamorphosée et elle a compris la nécessité d'intégrer le racisme structurel dans son logiciel. Donc ce que je veux dire, c'est que quand mon livre sort, la France Insoumise est déjà un peu déblanchie. D'accord ? Elle avait déjà participé à la marche contre l'islamophobie, ce qui était déjà un acte politique de rupture et important. Donc en fait, moi je viens avec ce livre en ayant déjà, on avait collectivement déjà fait un travail, et là en fait je le poursuis avec Beauf et Barbare, le pari du nous, parce qu'il s'agit d'affiner ce que toute la gauche aujourd'hui appelle racisme structurel. Toute la gauche et le milieu de l'antiracisme politique. On a fait des progrès immenses. On est passé de l'antiracisme moral des années 80 à l'antiracisme politique qui dit il faut arrêter de se concentrer sur l'extrême droite, il faut arrêter de pointer du doigt monsieur et madame Dupont, individualiser le racisme, soit c'est le racisme de monsieur et madame Dupont, soit il est circonscrit à l'extrême droite, au RN. Nous on a dit non avec l'antiracisme politique. Le racisme c'est quelque chose de systémique, il est la production de l'État. Et l'extrême droite n'existe que parce que l'État racial existe, l'État capitaliste et racial. Au bout de ce processus, tout le monde parle de racisme structurel, tout le monde parle de racisme systémique, victoire, mais encore. Quand on demande, mais ça veut dire quoi exactement racisme systémique ? Qu'est-ce que ça signifie ? C'est là où il y a encore du travail à faire, et moi je pense que ce livre, Beauf et Barbare, le pari du nous, son objectif c'est de clarifier, ou en tout cas d'approfondir, de rendre plus intelligible ce qu'est le racisme structurel, et j'ajoute qu'il vient aussi à un moment où on est menacé, on est de nouveau menacé, non pas par l'antiracisme moral, mais par l'antiracisme libéral. Parce que l'antiracisme politique a produit, malgré lui, de l'antiracisme libéral. C'est-à-dire qu'en fait, on a de plus en plus d'acteurs politiques, des indigènes, qui entendent de nouveau le racisme comme... Alors tout le monde dira racisme structurel, hein. Il n'en reste pas moins que les voies d'émancipation deviennent des voies individuelles. D'intégration. Et, ce qui domine comme discours politique, c'est le check tes privilèges. On rencontre un blanc et on lui fait son procès en tant que blanc.
Ah ben nous, ça revient à Monsieur et Madame Dupont. Donc en fait, chaque blanc est tenu de faire son introspection. Or nous redisons avec Beauf et Barbare, non, c'est toujours pas ça. Que Julien et Sylvie continuent d'être travaillés par des affects racistes, ben oui, c'est normal, puisqu'on vit dans un état racial. Donc c'est pas la question. La question, c'est comment on transforme l'État. Donc ça reste une question de pouvoir et d'hégémonie politique. L'État racial intégral, c'est évidemment le concept que j'ai mis en évidence dans Beauf et Barbare, qui est l'articulation de deux concepts. Celui d'État racial de Theo Goldberg, qui est un universitaire d'Afrique du Sud, blanc mais d'Afrique du Sud, qui met en évidence le fait que tout État capitaliste avancé, à savoir la France, l'Angleterre, les États-Unis, les Pays-Bas, l'Australie, sont tous des États raciaux. Ont tous été fondés à la fois sur le pillage colonial, sur des génocides coloniaux, sur la traite et sur l'esclavage, mais également ils se sont développés en instituant un rapport racial entre les prolétaires, entre ceux qui vont, dans le cadre du développement des États-nations, être considérés comme le corps légitime de la nation, les prolétaires légitimes, contre ceux qui ne le sont pas. Et ceux qui ne le sont pas, quoi la différence entre ceux qui le sont et ceux qui ne le sont pas? C'est que ceux qui ne le sont pas, le capitaliste va tirer un profit supérieur sur leur travail. Donc ils sont plus précaires, plus illégitimes et donc moins bien payés. J'ajoute que tout État racial est un État contre-révolutionnaire, puisque à l'intérieur de cet État-nation racial, il y a une lutte des classes. Il y a des prolétaires, il y a une bourgeoisie, c'est un système capitaliste, il y a bien une lutte des classes. Donc nous, on est là pour la reconnaître, pour dire effectivement, mais nous ajoutons en tant que décoloniaux, et je le dis dans Beauf et Barbare, je dis, toute lutte des classes à l'intérieur des États capitalistes avancés est une lutte des classes contre-révolutionnaire. Parce qu'en fait, on se partage la rente impérialiste. Parce que le prolétariat blanc se partage avec sa bourgeoisie la rente impérialiste. Il y a bien une lutte des classes, il y a bien une lutte pour acquérir des droits, des nouveaux droits ou de meilleurs salaires ou de meilleures retraites. Donc ça s'appelle la lutte des classes, mais elle se fait sur le pacte racial. Le pacte racial, ça signifie la poursuite de l'aventure coloniale, la poursuite de l'aventure impérialiste et la poursuite de la division raciale à l'intérieur de l'État-nation. Donc on est bien dans une lutte des classes contre-révolutionnaire. Pourquoi? Parce que tous ceux qui, en France, dans un État comme la France, qui est un État impérialiste, mènent la lutte des classes, lorsqu'ils abandonnent leur internationalisme au profit du pacte racial, eh bien ils mènent une lutte des classes contre-révolutionnaire. L'État racial intégral, pour moi, et donc je disais, donc il y a Theo Goldberg qui dit l'État, tout État capitaliste avancé est un État racial, voilà, l'État racial, et l'État intégral de Gramsci. Alors qu'est-ce que nous apprend Gramsci, donc ce militant communiste révolutionnaire italien? Il nous dit l'État intégral, ça n'est pas seulement l'État et ses institutions. Ça n'est pas simplement son administration, sa bureaucratie, sa police. Ce qu'on appelle le régalien d'habitude. Voilà, ça n'est pas que ça. C'est également la société politique dans son ensemble et la société civile. Donc tout État capitaliste ne peut s'entendre que comme ce lien organique qui unit ces trois instances, la société civile, la société politique et la société civile, parce que c'est comme ça qu'il faut comprendre la pérennité de l'État capitaliste. Pourquoi ça fonctionne? Eh bien parce qu'il y a un lien organique entre la bourgeoisie, la société politique et la société civile. Ça veut dire qu'en fait la bourgeoisie qui domine l'État, tout État n'est pas forcément dominé par sa bourgeoisie. L'État capitaliste est dominé par sa bourgeoisie. Mais il n'est pas entièrement capitaliste, il n'est pas complètement entre ses mains, puisque je joue à l'intérieur des rapports de force de classe, notamment. Eh bien, cet État-là, s'il se maintient, c'est parce qu'il a réussi
a créé ce lien organique qui fait que la société politique et la société civile consentent à sa domination. Gramsci a une très belle formule là-dessus, c'est qu'il définit l'État, et tu le cites dans Beauf et Barbare, c'est dans ses notes sur Machiavel, je crois qu'il écrit ça en 1933, que l'État c'est une hégémonie cuirassée de coercition. Absolument. Donc tu as le côté coercition, qu'on connaît bien, la police, la justice, etc. Mais il y a aussi une hégémonie, et cette hégémonie elle est produite. Voilà, le consentement. Et ça c'est la société politique en fait qui produit cette hégémonie. C'est-à-dire que la domination, les catégories de l'État et sa domination est vendue au peuple comme naturelle, par l'école, par et ça crée un bon sens. Médias. Voilà, ça crée un bon sens, exactement. Donc on a d'un côté l'État racial, on a de l'autre côté l'État intégral, et moi j'ai articulé les deux, État racial intégral. Pourquoi le racisme est systémique? Pourquoi il est systémique? Parce qu'il est le produit de ce lien organique entre la bourgeoisie, sa société politique et sa société civile. La société politique, c'est qui? C'est la droite, mais c'est aussi la gauche. Donc c'est la gauche, disons les partis communistes, les syndicats, qui défendent les intérêts des ouvriers. Mais comme il y a ce lien organique, eh bien, ce pacte-là, il a créé un intérêt qui est que le prolétariat, les organisations syndicales et politiques qui défendent ce prolétariat, s'accordent sur la colonisation, sur le fait que la France reste un pays colonial. Et donc ça, c'est pas mon imagination. C'est toute l'histoire du Parti communiste français, mis à part la parenthèse du RIF et de l'étoile nord-africaine, deux parenthèses pour un parti communiste dont le mot d'ordre était prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Donc c'est quand même hyper contradictoire. Donc un parti communiste qui aurait dû être fidèle à ce mot d'ordre, eh bien il l'a trahi immédiatement. À part donc, je disais, ces deux parenthèses. Pour le reste, Algérie française, Indochine, etc. C'est intéressant on soutient la colonisation. Et en fait, le PSC trahit en grande partie à partir du moment où il arrive au pouvoir. C'est-à-dire après la libération, comme on lui donne une position de gestionnaire, on l'intègre dans les institutions républicaines. Tout à fait. Avant 1945, sur le RIF, le PCF est solide. Mais après, sur l'Algérie, c'est autre chose. Et l'Indochine. Ouais. Donc, l'État racial intégral, ça me permet de penser cette relation et de mieux comprendre pourquoi le racisme perdure, pourquoi en fait il est systémique. C'est grâce à ce lien organique, donc le pacte racial. Ce pacte entre les organisations politiques, syndicales et la bourgeoisie, ça produit une société. La société civile, ce que nous on appelle les blancs. Et dire d'un blanc qu'il est blanc, ça n'est pas une injure, ça n'est pas une insulte, c'est une caractérisation. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire que ce blanc-là, produit par 200 ans d'État-nation et 300 ans de colonialisme et d'esclavagisme, eh bien, ça donne des individus très peu sensibles au fait colonial et très peu sensibles à l'impérialisme. Ça donne des blancs. Des blancs qui, consciemment ou inconsciemment, et je dirais la plupart du temps inconsciemment, mais c'est une inconscience coupable, mais qui est elle-même le produit d'une longue histoire qui a produit des affects, qui deviennent entre guillemets naturels. Alors, entre guillemets, hein. Et bien ça, c'est la société blanche. Pourquoi en Europe, l'anti-impérialisme est beaucoup moins spontané que dans nos pays d'origine? Parce qu'il y a un intérêt. Donc voilà, l'État racial intégral, ça nous permet deux choses. Un, de mieux saisir ce qu'on entend par systémique. C'est systémique parce que c'est fondé sur un système, sur un pacte racial, sur des intérêts colossaux et un partage de la richesse. En même temps, ça nous permet peut-être de mieux pointer les brèches, de mieux comprendre où on peut agir. Parce que ça ne sert à rien de mettre en évidence ce genre de constat quand on a derrière un projet politique d'émancipation comme le nôtre, sans essayer de réfléchir à comment mettre à mal, affaiblir cet État racial intégral. Un État racial intégral n'est pas un État totalitaire.
C'est pas un État totalitaire. Donc en fait, il y a des marges de manœuvre. Les marges de manœuvre, pour moi, elles sont où? Et c'est pour ça que cette structuration de l'État racial intégral, elle nous intéresse. C'est qu'elle nous permet de voir que la bourgeoisie, elle a un intérêt total à l'ordre racial. Total. Ce n'est pas forcément le cas de la société politique et ce n'est pas forcément le cas de la société civile. Bien sûr qu'elles ont un intérêt à l'ordre racial, mais pas en totalité, pas complètement. Parce qu'il y a précisément ici un conflit entre la classe des prolétaires blancs et la bourgeoisie. Il y a des conflits, les gilets jaunes. C'est un conflit ouvert. Quand on sait, nous ici, nous savons comment les médias ont tout fait pour maintenir un niveau de racisme et d'islamophobie le plus élevé possible en France. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de ne pas perdre la confiance du peuple blanc et des organisations politiques. Il s'agissait surtout d'éviter justement la possibilité d'une révolution. Or, c'est précisément quand la bourgeoisie rentre en crise, et il se trouve que la bourgeoisie française est en crise parce qu'elle est en déclin, concurrencée par d'autres forces capitalistes dans le monde, la Chine, la Russie, je sais pas moi, l'Iran, le Brésil, peu importe. Tout le monde veut sa part du gâteau. Et donc la part relative de la bourgeoisie française, elle baisse. Par conséquent, elle n'a plus les moyens de rémunérer, que ce soit matériellement ou symboliquement, ses prolétaires. Or, elle les craint plus que tout. Elle les craint parce que, précisément, ils n'ont pas les mêmes intérêts. En fait, ils peuvent se retourner contre elle. La seule manière pour la bourgeoisie de garantir sa pérennité, c'est précisément d'élever chez le prolétaire blanc un niveau de racisme le plus élevé possible. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'islamophobie. C'est pas du tout un problème, moi je ne crois pas, personnellement, qu'ils aient un problème strictement philosophico-idéologique avec l'islam. Pas du tout. La France, pendant la colonisation, se disait puissance islamique, musulmane. C'est comme ça qu'elle se nommait elle-même. Il n'y a pas de problème idéologique avec l'islam. Ça dépend de ses intérêts à un instant T. Il se trouve que quand elle rentre en crise et quand sa bourgeoisie rentre en crise, elle a besoin d'avoir une garantie. Et le racisme, c'est une garantie. C'est une assurance vie. C'est ça précisément le racisme. Ça marche et ça ne marche pas. Ça marche et ça ne marche pas. À savoir qu'on l'a vu avec les Gilets jaunes, et moi je pense que les Gilets jaunes, comme je l'ai dit, qui viennent de la société civile et donc qui sont accouchés d'un État racial intégral, sont blancs, donc traversés par des affects racistes. Si on me dit les Gilets jaunes sont tendanciellement racistes, j'ai aucun problème à le croire. En revanche, ce n'est pas cet affect-là qui a dominé pendant les Gilets jaunes. C'est la haine contre Macron. C'est là où nous, on doit avoir une pensée stratégique. C'est là où nous, on doit se dire, c'est là qu'il faut s'engouffrer. Non seulement nous, on s'engouffre là en soutenant les Gilets jaunes, parce que nous, on l'a fait immédiatement, mais la France Insoumise l'a fait également. La France Insoumise a fait deux choses, en fait. À la fois, elle soutient et elle a soutenu les luttes sociales, et à la fois, elle a soutenu les luttes antiracistes. Pendant 20 ans, d'une certaine manière, depuis 2005, à la fois depuis les émeutes de 2005 qui ont produit ce qu'elles ont produit, plus le non au référendum qui a été trahi, eh bien ces deux moments ont produit une gauche de rupture et l'antiracisme politique, mais qui ont marché en parallèle pendant au moins 15 ans, sans se rencontrer, ou lorsqu'il y a rencontre, c'est entre les franges minoritaires de la gauche et l'antiracisme politique. Mais au bout d'un moment, après 2019, et avec cet acte politique très important en rupture de la France Insoumise et de la CGT qui rejoint la marche contre l'islamophobie, là, il y a rupture du consensus islamophobe. Donc là, quand on comprend l'État racial intégral, là, c'est la brèche. La brèche dans le pacte racial. Ouais. C'est la brèche dans le pacte racial qui s'est approfondie avec la brèche contre le consensus sécuritaire et policier, qui s'est approfondie avec la brèche sur le consensus sioniste.
Donc quand on rompt ces 3 consensus, on va vers la dissolution du pacte racial. Je ne dis pas qu'on y est, on est encore loin. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ce qui vaut à la France insoumise d'être aujourd'hui considérée comme islamo-bolchevique, qui nous rappelle les judéo-bolcheviques. Donc, intéressant. Très intéressant. C'est là où on en est. C'est là où on en est. Et moi, ce que je trouve intéressant justement avec ton concept d'état racial, c'est qu'en fait, dès le départ, c'est déjà un concept stratégique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment lire ton livre Beauf et Barbare. Dans toute la première partie, tu fais une longue généalogie. Et justement, pour les gens qui nous écoutent, qui ne seraient pas familiers de tes écrits, tu pars du constat que, les classes populaires, le peuple, le prolétariat blanc et les peuples non blancs ont le même oppresseur finalement, qui est la bourgeoisie occidentale. Et en fait, la grande interrogation qui justifie ce concept, c'est ils ont le même oppresseur, mais pourquoi ils ne s'allient pas contre cet oppresseur? Et c'est là que tu dis justement, c'est qu'il y a un salaire de la blanchité, c'est que finalement l'État racial intégral a intégré le prolétariat blanc et a fait converger ses intérêts avec ceux de sa bourgeoisie, pour le séparer du reste de l'humanité finalement. Et du coup, toi ta réflexion c'est de te dire, la bourgeoisie nous l'a fait à l'envers quelque part en fondant ce contrat entre son prolétariat et elle. Nous, ce qu'on doit faire, c'est rompre ce contrat. Et du coup, pour rompre ce contrat, c'est ta proposition stratégique, on en vient à la deuxième partie, qui est la question de l'alliance des Beaufs et des Barbares. Mais une fois qu'on a dit ça, la question qui se pose, c'est le comment faire, tu vois. C'est que faire de Lénine. Comment tu crées cette convergence entre les Beaufs et les Barbares. Et là, j'en viens à un autre point qui est intéressant dans ta réflexion, c'est que tu dis la gauche n'a pas su proposer aux classes populaires blanches plus que du matérialisme, plus que des revendications en termes de salaire, etc. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qu'on partage entre classes populaires blanches et classes populaires non blanches, c'est l'agression par la modernité, finalement. Tu dis que les classes populaires blanches, elles ont connu un assèchement de leur âme par la modernité. Et que nous justement, on nous tape beaucoup dessus parce qu'on refuse cet assèchement de l'âme par la modernité. Donc le premier élément, j'aimerais que tu développes là-dessus, sur cette question du rapport à la modernité. Et ensuite, toi, la proposition que tu fais pour redonner de la nourriture à l'âme, c'est celle d'investir le concept actuel qui est utilisé par l'extrême droite et qui permet de mobiliser plus que les intérêts matériels des classes prolétaires blanches, c'est le concept de France finalement. Donc j'aimerais que tu nous expliques le rapport à la modernité dans ta pensée critique et pourquoi tu vois la France comme potentiellement le salut. Alors, dans la proposition stratégique, avant toute chose, avant la critique de la modernité qui évidemment est essentielle, il y a d'abord le refus de l'Europe. Ça, c'est quelque chose de central. Il faut sortir de l'Europe. Pourquoi? Parce que, précisément, pour les raisons que tu dis, à savoir l'assèchement de l'âme, mais pas que, l'appauvrissement, la perte de dignité, qui est aussi une perte de puissance et de pouvoir d'agir. Tout ça, entre autres, c'est l'Europe qui empêche la puissance populaire de s'exprimer. C'est bêtement matérialiste. L'Europe, la Banque européenne, l'UFMI, toutes ces instances internationales, le fait d'avoir perdu sa souveraineté nationale, fait qu'en fait, on n'a plus le peuple. Le peuple, en général, n'a plus aucun pouvoir de décision. Tout est décidé au-dessus. En fait, il y a un pouvoir technocratique qui décide tout pour lui. Et en fait, là, il y a tout simplement, on devient des larves. On n'a plus aucun pouvoir sur nous-mêmes. Et par conséquent, il me semble qu'une partie de la frustration, et là je parle d'abord des petits blancs, des prolétaires blancs, une partie de la frustration, c'est ce sentiment de perte de soi. Le sentiment qu'on n'a plus aucun pouvoir sur rien, qu'on décide tout, ce qui est traduit par mondialisme et mondialisation. Évidemment, des thématiques qui sont très investies par l'extrême droite. En fait, il y a des pouvoirs, évidemment là, on peut dire l'Amérique, on peut dire le dollar, on peut dire l'Europe, etc., qui en fait nous empêchent effectivement de
de décider pour nous-mêmes. Ça, c'est un point important pour comprendre une partie de la frustration et pour comprendre l'attrait des petits blancs pour des discours démagogiques sur les questions. Parce qu'effectivement, qui sommes-nous? Parce que c'est une question importante philosophiquement. Qui sommes-nous? Voilà. Nous, d'un point de vue décolonial, nous disons, on constate que les classes populaires, elles ont besoin d'un foyer. Et que ça fait partie d'une forme de dignité. C'est-à-dire un lieu de reconnaissance. Qui sommes-nous? Qui répondent à la question qui sommes-nous? Eh bien, d'un côté, on a les petits blancs qui ont ce sentiment de se perdre, et de l'autre côté, enfin, de perdre leur patrie, celle qui est à eux, la France, puisqu'en fait, c'est l'Europe qui décide pour eux, ou l'Amérique. Et de l'autre côté, on a des indigènes, c'est-à-dire nous, qui sont en quête de patrie. Puisque nous, on a fait le chemin inverse, on nous a privés de nos pays d'origine. On est venu à la quête d'un nouveau pays qui nous refuse à cause du racisme. Et nous-mêmes, nous-mêmes, on a besoin d'avoir une patrie. Bon. Et tout ça, évidemment, se fait dans une grande ambivalence. Il n'en reste pas moins qu'on a deux affects ici, contradictoires, mais qui se rejoignent quand même dans le besoin d'une patrie. Bon. Nous savons, nous, en tant que décoloniaux, nous savons très très bien à quel point l'État-nation français nous a été hostile dans le passé et comment il continue à nous être hostile. C'est une évidence. L'histoire de l'État-nation français est une histoire de crimes coloniaux, de crimes contre nous. Nous avons pâti de l'histoire coloniale. Et ça reste vrai aujourd'hui. L'État-nation français reste un État colonial et donc un État criminel. Donc il ne s'agit pas de le prendre comme un tout. Il s'agit pour nous de récupérer à l'intérieur de la notion de patrie ce qui, dans l'histoire positive de ce pays, est récupérable. Or, il y a une patrie récupérable. C'est faux de tout jeter c'est faux de jeter on a tort de jeter le bébé avec l'eau du bain. Pourquoi? Parce que l'histoire française est aussi une histoire de contradiction. Il y a une histoire révolutionnaire. Il y a deux histoires de France. Il y a deux histoires de France. Il y a deux France. À partir du moment où on pense qu'il y a deux France, eh bien, notre pari à nous, c'est de récupérer, en tout cas, de sauver l'une des deux France. Et il se trouve que même dans notre histoire anticoloniale, nos prédécesseurs, ceux qui ont lutté pour l'indépendance du Maghreb ou de l'Afrique, se sont inspirés de la Révolution française. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses à récupérer. Il y a des choses à récupérer. La question, c'est, dans cette bourse de vitesse, quelle est la France qui va prendre le dessus sur l'autre? Nous, on pense que si on veut parler avec le prolétariat blanc, il faut arrêter de lui faire des leçons de morale. Il faut même arrêter de lui dire qu'il ne faut pas qu'il soit raciste. C'est pas ça la question. Il faut d'abord qu'il retrouve une puissance d'agir. Il faut d'abord qu'il retrouve une confiance en lui-même. Parce que moi, je ne crois pas... Parce qu'en fait, ce que je crois profondément, c'est le désamour de soi qui fait qu'on n'aime pas l'autre. D'une certaine manière, il y a presque une jalousie. Ce que tu disais tout à l'heure, à juste titre, nous, on tient à quelque chose encore. Nous, on n'est pas complètement desséchés. Nous, on a une religion qui est encore vivante. On a une communauté. On a une communauté. On a un régime de croyance qui fait concurrence au régime de croyance capitaliste. Donc, en fait, on n'est pas complètement assujetti. Et moi, ce que je crois, c'est que le monde blanc, il est plus assujetti. Il a perdu beaucoup plus que nous. Et d'une certaine manière, même dans la concurrence avec nous, ce qu'il voit, c'est encore des gens debout. Moi, je crois que philosophiquement, il faut d'abord comprendre ça. Comprendre au sens, avoir de l'empathie. C'est ça que je veux dire, avoir de l'empathie. Et se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour recréer de l'amour chez des gens qui ont le cœur asséché ou en voie de l'être. Ils doivent commencer par se réaimer eux-mêmes. Ça, c'est la proposition d'extrême droite, d'une certaine manière. Sauf que, nous, on sait que cette proposition d'extrême droite, elle va continuer à être au service des classes dirigeantes. Elle va reproduire le capitalisme. Elle va jamais rien. Du bail du contrat racial, quoi. C'est un renouvellement du bail du contrat racial et c'est un redoublement et c'est la poursuite de l'assèchement des cœurs.
leur vie ne va pas s'améliorer. La blanchité est en déclin à l'échelle du monde. Donc non, il y a même un mensonge dans la proposition d'extrême droite. Il y a un mensonge. Par conséquent, qu'est-ce qui peut redonner de la vie ? Moi, je pense que c'est là que se pose la question de la puissance et du pouvoir. Il faut redonner de la puissance. Il faut redonner aussi de l'amour pour soi-même. Mais un autre amour de soi. Un autre amour de soi dont il faut tirer le fil à partir de la Révolution française. Et tu vois, pour l'anecdote, moi c'est une question... Et comme juste, je continue pour ne pas perdre mon fil. Il se trouve que comme l'Europe détruit la France, l'Europe détruit la France. Eh bien, et que la France reste un référent puissant, pour nous tous, en vérité, eh bien, il faut récupérer la France. La question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire de cette France-là ? Je dis que la France est une idée. Donc, le contenu de ce qu'on va mettre dans France, c'est à nous de le produire. Mais il y a déjà un contenu, puisque je viens de dire qu'il y a une histoire. Une histoire de l'émancipation, une histoire de libération, une histoire révolutionnaire. Il y a déjà ce contenu-là, il faut poursuivre. Il faut poursuivre le geste révolutionnaire. Il faut le poursuivre. Ce qui ne va pas de soi dans ta pensée, parce que dans ton livre Clarification, t'écrivais, je l'ai noté, que pendant longtemps, l'horizon des indigènes était bouché par le concept de France. Donc ça va pas de soi de partir de ça, de dire qu'effectivement pendant longtemps c'était un obstacle le concept de France, à aujourd'hui il faut le réhabiliter et le réinvestir. Comment t'en es venu à là dans ta réflexion ? Par l'observation des indigènes. Nous on est des militants et on est d'abord critiques vis-à-vis de l'État-nation. Donc nous, en plus je suis d'origine algérienne, j'ai un problème avec le drapeau, je l'aime pas. On a commencé par combattre l'idée de France à juste titre, et il faut continuer de le faire. La France réactionnaire, la France coloniale, etc., qui continue, qui se poursuit aujourd'hui, plus que jamais. Donc d'une certaine manière, nous sommes une espèce d'avant-garde. Et nous, on observe les indigènes, et on dit, on les trouve intégrationnistes. On les observe, on trouve qu'ils sont intégrationnistes. Et que nous, d'une certaine manière, on se constitue comme avant-garde éclairée. J'assume ça et je pense que c'est vrai. C'est ce que nous sommes. Et en même temps, nous sommes une arrière-garde. Parce que l'intégrationnisme des indigènes, il nous dit quelque chose. Quand les indigènes, ils sortent dans la rue pour fêter une victoire de l'équipe de France, ils nous disent quelque chose. Que nous, on ne capte pas tout de suite parce qu'on est trop dans la critique de l'État-nation, et pas assez dans ce que représente la France pour beaucoup d'entre nous. Évidemment, dans toutes ces ambivalences, dans toutes ces ambiguïtés, dans toutes ces contradictions, c'est certain. Un indigène, un jour, il va sortir avec le drapeau bleu, blanc, rouge pour soutenir l'équipe de France. Le lendemain, il sera avec son drapeau algérien. Mais il faut vivre avec cette contradiction qui peut être très féconde. C'est pas un problème en soi. En soi, c'est pas un problème. Mais je dis que là, à ce moment-là, ces dizaines de milliers d'indigènes, cette spontanéité pro-française, elle m'indique que moi, je suis une arrière-garde. Et que là, faut se laisser guider par l'indigénat. Finalement, peut-être qu'ils ont une conscience fine de leurs intérêts. Ils ont une conscience fine de leurs intérêts. C'est exactement ça. Mais en même temps, et c'est là où nous, l'avant-garde est importante, mais il ne faut pas se laisser non plus complètement happer par l'intégrationnisme. Puisque l'intégrationnisme, c'est nécessairement l'intégration dans la blanchité, dans un État racial intégral, dans un État-nation impérialiste. Donc en fait, on est à la croisée des chemins où il faut composer, à la fois aller vers cette France et en même temps réfléchir à comment la transformer, parce qu'on ne peut pas l'accepter telle qu'elle est. Donc il faut bien la transformer. Donc on a ces deux mouvements, on a l'avant-garde, qui est aussi une arrière-garde, et on est des indigènes sociaux qui sont à la fois une avant-garde et qui sont toujours une arrière-garde en même temps. Donc voilà, et on doit travailler ensemble. On doit travailler ensemble, et moi je dis que là, les indigènes nous montrent quelque chose. Et quand je vois la France insoumise qui fait cette synthèse, la Nouvelle-France, même si on peut faire plein de critiques sur la Nouvelle-France, n'empêche qu'il y a une dynamique ici. Déjà, on a investi le vocabulaire France, déjà. Déjà, bien évidemment. La Nouvelle-France, il y a le mot France dedans. Donc, nouvelle. Le mot nouvelle, il faut quand même l'interroger. Parce que moi, je pense qu'il faut à la fois faire avec l'ancienne France
et la nouvelle. C'est les deux. Elle n'est pas que nouvelle, on ne va pas tout inventer. Il faut qu'on parte de l'existant. Et l'existant, ma foi, il est très intéressant. On ne va pas lui cracher dessus. La Commune de Paris, c'est pas rien comme expérience historique. Robespierre, c'est pas n'importe qui. Robespierre, c'est pas n'importe quoi. Les porteurs de valises, c'est pas n'importe quoi. Une partie de l'histoire du Parti communiste, c'est pas n'importe quoi. Le mouvement social, c'est pas n'importe quoi. Et en fait, dans tous les moments de l'histoire de France, il y a des choses à prendre. On a de quoi s'inspirer, on a de quoi tirer des fils. Il n'y a pas de problème. Simplement, maintenant, il faut construire une hégémonie autour de ce projet. Et je pense qu'il y a aussi des contradictions à penser dans ce qui nous est favorable dans l'histoire de France. Enfin, je dis ça en passant, mais tu vois, par exemple, tu prends la Révolution française, je pense qu'il y a vis-à-vis de nous, de notre paradigme, il y a des contradictions à penser. C'est-à-dire que la Révolution française, c'est à la fois Robespierre, la souveraineté populaire, la redistribution, etc. Mais c'est aussi le début du laïcisme, décomplexé. Bien sûr. Et il faut penser ces contradictions, tu vois. Il n'y a pas tout qui va dans l'autre sens. Bien sûr. Oui, bien sûr. Ce qu'on appelle, nous, la modernité occidentale. Voilà, exactement. Donc là, on s'attaque à la question plus philosophique de quel rapport au monde. Quel est notre rapport au monde? Quel est notre... quels sont les modes de vie qu'on veut développer? Nous, décoloniaux, on va faire une critique acerbe du sécularisme, comme on va faire une critique acerbe de l'individualisme et du progressisme. Donc là, on n'est pas forcément raccord avec la gauche. Et c'est pour ça que nous, on peut pas nous confondre avec la gauche. On est autre chose. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve avec la gauche? On se retrouve avec la gauche parce que dans le champ politique blanc, on a des ennemis radicaux. PS, droite, extrême droite. Social-démocratie et extrême droite. D'accord? Si eux ne sont pas nos alliés sont ailleurs. Ils sont à l'extrême gauche. Alors pourquoi? Pourquoi? C'est pas un hasard. On a quelque chose en commun. C'est l'anticapitalisme. Je ne vois pas comment on peut être critique de la modernité occidentale sans être anticapitaliste. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, il faut être extrêmement clair sur le fait que ce qu'on a en commun avec eux, c'est la question de l'anticapitalisme. En dehors de ça, quel genre d'humain on veut produire, ça c'est une autre question. Et effectivement, nous, la dichotomie privé-public déjà, elle est problématique. La religion qui serait un sentiment tout à fait privé et pas du tout public, on ne comprend pas. Le fait, par exemple, d'avoir arraché l'homme à la nature, à ce qu'on appelle la nature, son environnement, ou au règne animal, c'est un problème. D'un point de vue décolonial, l'humain n'est pas extérieur à la nature, il ne doit même pas la dominer, il est une partie de son environnement. Et il y a même de nombreuses cultures du passé qui considéraient les arbres comme des êtres vivants, qu'il fallait respecter en tant qu'êtres vivants, pas comme espèce à exploiter. Et de ce point de vue, c'est les Occidentaux qui ont été l'exception dans l'histoire de l'humanité. Ils ont été l'exception dans l'histoire de l'humanité. Avec Descartes, il faut nous faire comme maîtres et possesseurs de la nature. C'est ça. Donc ça, c'est un rebours. Voilà, nous on est très critique, très critique de ça. Et évidemment, l'exclusion de Dieu de la sphère publique, ça nous semble une aberration. C'est une aberration. Il n'en reste pas moins que nous sommes nous-mêmes des créatures de cette société-là, et que le processus qui sépare l'individu de Dieu et de la religion, on est dans ce processus-là. J'avais moi-même lu un texte l'année dernière aux universités d'été où je déplorais le fait d'être une mauvaise musulmane. Je disais que ma mère disait que j'étais une mauvaise musulmane et je lui donnais raison. Mais en même temps, je lui donnais raison en admettant que j'étais le fruit le produit d'une anthropologie moderne. Et que je pouvais, autant que je voulais, me prétendre véritable musulmane, d'une certaine manière, j'étais en contradiction avec ce que l'anthropologie moderne faisait de moi. Et ce que je suis. Le mode de vie. Le mode de vie. Ce que je suis, je sais que je suis une femme moderne. Ouais. Ouais. Et ce mode de vie, personne n'y échappe. Et je disais que. Mais les musulmans peuvent dire
autant qu'ils veulent, qu'ils vont échapper à la modernité occidentale. Par exemple, un exemple qui est que les Français, ils envoient leurs parents en EHPAD. Ça, on le voit comme quelque chose d'extérieur. Je crois pas. Je crois qu'on y va, nous. Mais c'est même pas à cause de nous. C'est nos modes de vie qui nous envoient vers ce genre de solution. C'est là où il faut être matérialiste. C'est qu'avec des logements qui se réduisent de plus en plus. Il faut être matérialiste. Avec aussi comment dire, un marché du travail qui explose le cadre familial. Exactement. Qui nous oblige à nous déplacer et ne pas être sédentaire en fait. En fait, on est obligé de voyager, de partir, de s'expatrier, etc., etc. C'est difficile de garder des liens familiaux. Alors que dans le passé, la grand-mère, elle restait à la maison toute sa vie, jusqu'à sa mort. On s'occupait d'elle jusqu'au bout. Non seulement elle était dans le cadre familial, la grand-mère ou le grand-père, mais c'était des gens, entre guillemets, utiles pour la société. Ils avaient une fonction sociale. Ils avaient une fonction sociale, les grands-parents. Complètement. Aujourd'hui, ils n'ont plus de fonction sociale. Et moi, j'avais beaucoup aimé cette intervention, parce que bon, tu le sais, ici, on est musulmans et on pense aussi à travers notre islamité, sur cet élément que tu avais dit, que finalement, aujourd'hui, dans une société capitaliste, on est tous des mauvais musulmans. Une société capitaliste et impérialiste, d'ailleurs, on est tous des mauvais musulmans. Et j'y ai réfléchi, moi ça m'avait interpellé, j'y ai réfléchi. C'est vrai qu'en islam, il y a un concept qui est très important, qui est le concept de risque. C'est-à-dire par quoi tu tires ta subsistance, par quoi tu vis. Dans une société où ton niveau de vie vient du pillage de tes frères et sœurs du Sud, de facto, que tu le veuilles ou non, dans le capitalisme fait de toi un mauvais musulman. C'est une réflexion que j'avais trouvée extrêmement intéressante. Pour moi, c'est une évidence depuis longtemps. Et je regardais un peu les musulmans de manière un peu dubitative, parce que je trouvais que c'était un peu facile. Ça fait presque penser à l'antiracisme moral, ou tous ces trucs-là, où en fait, l'islamisme moral. L'islamisme moral, tu fais ta zakat, tu fais ta prière, tu vas à la Mecque, etc., etc., et t'arrives et t'as la conscience tranquille. Non. C'est limite, c'est un lifestyle, quoi. Lifestyle, oui, c'est ça. Mais d'où tu tires ta subsistance dans un pays impérialiste? Déjà, c'est pas possible de s'en tenir à ça. Bien sûr. C'est impossible. Donc, en fait, et avec ce genre de mentalité, on va vers ce que j'appelle l'islam McDonald's. C'est-à-dire qu'en fait, on est totalement captif du libéralisme avec cette mentalité. Totalement captif. Et l'essentiel, c'est étant de se donner bonne conscience. Je fais la zakat, je fais le ramadan, voilà. Ça, c'est le problème, parce que encore une fois, c'est là où on est le produit de la modernité, c'est qu'on nous a interdit de penser le politique à travers notre islamité. Oui. Parce que si on pensait le politique à travers notre islamité, on se rendrait compte qu'il y a un problème. Bien sûr. Et en fait, ce qui produit cette espèce d'islamisme un peu bébête, tu vois, que par ailleurs l'État fait semblant de contester, mais en fait, c'est cette dépolitisation que l'État entretient. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Tu as déjà un peu commencé, on a fait une petite parenthèse, mais tu avais déjà un peu commencé. On en vient à la question de la campagne présidentielle de l'AFI et de sa réception de ta proposition d'alliance des beaufs et des barbares. On en a déjà parlé, donc je sais que tu as des critiques à faire, mais je te propose déjà de commencer par le positif. Tu vois. Moi, tu me dis si tu es d'accord. Moi, à mon sens, la vraie force de l'AFI, c'est paradoxalement son non-dogmatisme, tu vois. C'est-à-dire que l'AFI est en fait, je l'ai souvent dit, c'est une synthèse du mouvement social, et donc ils sont toujours ouverts à ce qui vient d'en bas, à ce qui vient des luttes, tu vois. Et par exemple, pour une question qui a très longtemps été un tabou en Occident et dans la gauche occidentale, sur la solution à la colonisation de la Palestine, très longtemps, le dogme de la gauche, même la plus radicale, c'était bon, 2 États. On va pas. Et quand tu leur disais que non, les 2 États c'est pas fonctionnel, c'est un piège, etc., il y avait toujours cette peur de vous les jeter les Juifs à la mer. Et je trouve que la France insoumise, d'ailleurs, Rima Hassan l'a annoncé à vos universités, la France insoumise est très ouverte parce qu'ils vont faire un groupe de travail sur la sortie du paradigme des 2 États et l'adoption comme ligne politique, c'est quand même fou, l'adoption comme ligne politique d'un parti de masse comme la France insoumise, de l'État binational que nous, dans l'antiracisme politique, on défend depuis... Tu vois. Donc je trouve qu'il y a du positif. Déjà, il y a ça. Ensuite, indépendance de la Kanaki. C'est pas rien. Ils sont sortis du paradigme que vous avez beaucoup critiqué, de la France des 5 continents. De plus en plus, Jean-Luc Mélenchon revient sur ce mitterrandisme, disons. Et le troisième point que je vois, mais on en a déjà un peu parlé, c'est que eux, ils n'hésitent pas à réinvestir l'idée de France, tu vois. Contrairement à l'extrême gauche qui est là à se pincer le nez. Donc voilà, moi pour les points positifs, je vois ça. Je ne sais pas si tu es d'accord. Tout à fait.
Absolument. Donc on a des points positifs. Mais maintenant, on vient sur les critiques que tu as apportées, les points négatifs de ce début de campagne. Le premier élément, c'est que tu as dit que finalement, paradoxalement, la FI parle trop aux barbares et pas assez aux beaufs. Est-ce que tu peux nous expliquer ton point de vue? D'abord, c'est un ressenti général. Tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde le dit, tout le monde le constate. Alors, ils ont beau s'en défendre, je pense qu'ils ont tort. C'est pas vrai. Parce qu'en fait, quand ils parlent aux Blancs des villes. Donc là, oui, tu veux dire, ils parlent. Mais c'est pas. Nous, on parle des ruraux, des néo-ruraux, des villes périphériques. Donc là, il n'y a pas vraiment de discours. Il y a un discours sur la paysannerie, pas de problème, etc. Mais on ne sent pas un intérêt particulier, alors que c'est là que se trouvent les poches à la fois d'abstentionnistes ou de gens qui s'apprêtent à voter RN. Donc on se dit que stratégiquement, c'est quand même hyper important d'aller leur parler. Il n'y a rien qui ressort. Il n'y a pas... On sent un discours construit sur les quartiers. Bon là, islamophobie, Palestine, violence policière, ça match. J'ajoute un discours sur la dignité d'être musulman. Mohamed est un beau prénom. Tout ça, c'est des trucs hyper importants. Ça, c'est une manière de parler à un public qui va entendre, qui attend ça, et qui va traduire cette reconnaissance par un vote. Et ça marche, on le voit. Alors ça marche. Attention, il y a encore beaucoup d'abstentionnistes dans les quartiers, il faut continuer le travail. Donc nous, on n'est pas en train de dire qu'il faut abandonner ça, mais il faut le rééquilibrer à minima avec un discours sur ceux les petits blancs, dont on sait qu'ils peuvent être attirés par l'extrême droite, voire qu'ils vont même pas aller voter. Donc là, il faut bien avoir un discours stratégique vis-à-vis d'eux, plutôt que de ne rien dire. Et là, nous, quand on voit la FI faire une manifestation contre l'extrême droite, ou alors faire une campagne de second tour sur l'extrême droite, on se dit, mais comment, avec un discours des années 80, éculé, dont tout le monde est dégoûté, c'est-à-dire feu sur l'extrême droite qui n'a jamais eu le pouvoir. Je parle de l'extrême droite comme parti. L'extrême droite, pour moi, elle est déjà au pouvoir d'une certaine manière, mais en tout cas, l'extrême droite, le RN, n'a jamais pris le pouvoir. Donc c'est bien à cause de la Macronie, de la social-démocratie qui l'a précédée, donc de l'extrême centre, c'est bien à cause de cet extrême centre qu'on a tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc, stratégiquement, il faut continuer à taper sur la Macronie pour une raison simple, c'est que ce secteur du prolétariat blanc, il déteste Macron, n'est pas forcément l'extrême droite. Par conséquent, si tu fais un discours contre l'extrême centre, tu as tout le monde avec toi. Donc tu élargis ton spectre. Si tu fais une campagne contre l'extrême droite, tu réduis ton spectre. Donc il n'y a que la gauche qui va être la gauche déjà convaincue qui va être d'accord avec toi. Mais là, il ne s'agit pas de convaincre les convaincus, il s'agit d'aller convaincre les non convaincus. Donc il faut leur parler. Tu leur parles déjà si tu fais feu contre Macron et la Macronie. Ça, c'est un. Tu leur parles si, tout simplement, tu mets en évidence leurs problématiques et si tu les respectes. Tu leur parles également si tu as un discours offensif sur l'Europe. On sait qu'ils sont anti-européens. Donc il faut continuer à taper sur l'Europe. Tu ne le fais plus assez puisque l'AFI a reculé sur cette question-là. Si tu recules sur l'Europe alors qu'il y a une forte sensibilité des classes populaires blanches contre l'Europe, parce qu'il est une Europe trop technocratique, pour toutes les raisons que j'ai dit tout à l'heure, qui les prive de leur pouvoir d'agir, qui les frustre, qui d'une certaine manière les prive de France, de là où ils avaient un pouvoir d'agir, c'était dans le cadre de la France. D'accord ? Eh bien, si tu recules là-dessus, alors que stratégiquement, c'est hyper important de continuer à taper sur l'Europe, pourquoi ? Mais parce que précisément, l'extrême droite, comme toujours, s'apprête à trahir la nation. Contrairement au mythe, l'extrême droite ne fait que trahir la nation. Dès qu'elle peut se vendre aux capitalistes, elle le fait. Les Versaillais, Pétain, exactement. Bardella qui se européanise. Exactement. C'est précisément parce qu'ils sont en train de se vendre à l'Europe et aux Américains qu'il faut réinvestir la France et donc critiquer l'Europe. Donc en fait, il y a plein de leviers qui pourraient
faire que ce pan du prolétariat français les écoute. Bah, si tu leur parles pas, si tu leur dis pas ça, bah, ils vont pas t'écouter. Si tu n'es capable que de produire un discours sur l'extrême droite, bah, c'est sûr que ça ne les concerne pas. Je rappelle qu'ils sont la société civile française, c'est-à-dire le produit de l'État racial intégral. Le racisme, c'est pas encore leur truc. L'antiracisme, c'est pas encore leur truc. Et tu ne peux pas les convaincre avec ça. Tu ne vas pas les convaincre avec ça. On a fait 40 ans d'antiracisme moral, il n'y a jamais eu autant de racisme en France. Donc on est d'accord que ça ne marche pas. Mais qu'est-ce que tu penses justement? Moi j'ai l'impression que toi, dans le livre, tu réhabilites cette catégorie de pauvres, mais moi ce que j'observe, c'est qu'il y a eu un moment, aux alentours des Gilets jaunes, où il y a eu un regain d'intérêt de la gauche, et même du champ politique, pour la question des classes populaires blanches. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est revenu dans ce truc où elles ont mauvaise presse. Quand tu regardes la production intellectuelle aujourd'hui, par exemple le dernier livre de François Bégodeau sur les beaufs, ou même au niveau politique, Jean-Luc Mélenchon qui te dit on n'a pas le temps de les convaincre pour 2027, j'ai l'impression qu'on est revenu dans ce paradigme de on ne peut plus les rattraper. Et moi je suis toujours dans cette idée de faire mon autocritique, la critique de mon propre paradigme. Et tu vois, la gauche blanche fétichise les indigènes, parce qu'elle ne les connaît pas. Tu vois. Et c'est-à-dire qu'effectivement, ils nous prêtent, ils nous voient comme un sujet révolutionnaire, potentiellement progressiste, etc. Parce qu'ils ne nous connaissent pas. Mais la réalité, c'est que nous aussi, les petits blancs, on ne les connaît pas tant que ça. Et en fait, souvent, quand tu parles avec des gens de gauche, surtout ceux qui viennent de ces zones-là, de cette Provence, et Bégodeau, c'est ça, par exemple, lui, il vient de Vendée, ils te disent, mais ils sont trop racistes, on ne peut pas les récupérer. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Et souvent tu discutes avec eux, ils te disent c'est mort, on ne peut pas les récupérer. Moi je ne suis pas aussi défaitiste que ça. Je redis que les Gilets jaunes auraient pu être racistes dans leur action collective. Ils ne l'ont pas été. Donc c'est fort de cette expérience qu'il faut se dire qu'il y a une dynamique à créer avec eux. C'est-à-dire si tu pars d'emblée avec l'idée que tu ne peux pas, moi je te pose la question, comment les Gilets jaunes ont-ils été possibles? Ils ont été possibles ou pas? Complètement. Bon, on est d'accord que leur problème, c'était pas l'islam, ni les musulmans, ni les quartiers. Voire même qu'à l'occasion de leur confrontation avec les flics, ils ont compris quelque chose. Donc c'est bien l'expérience sociale et l'expérience politique qui fait qu'on peut en faire quelque chose. Je dis qu'ils sont traversés par des affects racistes. Je ne peux pas être plus explicite que ça. Ils sont le produit de l'État racial intégral. Donc ce combattant, je n'ai pas de doute là-dessus. Mais en même temps, l'humain, il est perfectible ou il n'est pas perfectible. On peut transformer les choses ou on ne peut pas transformer les choses. Il me semble qu'il y a dans ce défaitisme presque une naturalisation de l'humain. Nous ne sommes pas des racistes, nous sommes des décoloniaux. On ne peut pas réfléchir avec les catégories de nos ennemis. Les ennemis pensent que les musulmans sont des islamistes, ou pardon, des terroristes. Bon, ou que sais-je. On est privé de notre complexité parce que le racisme a fait de nous un bloc homogène. D'accord? Eh ben, on fait la même chose avec les petits blancs. Le racisme, en eux, c'est un mouvement. C'est pas une nature. C'est quelque chose qui peut s'enquister, qui peut se développer, qui peut se réduire, qui peut augmenter. Ça dépend des contextes. Et ça dépend de la manière dont on agit sur lui. Bah, d'ailleurs, c'est l'intérêt de ton livre. C'est que tu montres que comme c'est construit historiquement, ça peut être déconstruit historiquement. Ça peut être construit. Ça va être très difficile de le déconstruire. Attention. Mais prenons par exemple, on prend l'Italie par exemple. L'Italie, c'est bien un pays de blancs. Il y a eu des manifs monstres pour Gaza. Monstres. Et là, tu ne peux pas dire que c'est les indigènes qui étaient à l'avant-poste des manifs pour Gaza. C'était les syndicats. Et le peuple italien. Qui vit sous le fascisme. Comment on explique ça? Donc si on pense qu'il n'y a aucune possibilité, on arrête. On arrête tout. Par ailleurs, j'ajoute une chose. Il en va du respect qu'on a pour nous-mêmes. Je le redis. Nous ne sommes pas des racistes, on ne peut pas utiliser les catégories de l'ennemi. Donc quand on est devant une situation, on pense qu'on peut changer les gens. Si je pensais que ce n'était pas possible, eh bien effectivement, je me renferme dans mon pessimisme et à ce moment-là, j'arrête de militer tout simplement. Pourquoi? Parce que nous sommes une minorité, les indigènes en France.
une minorité. C'est impossible de constituer une hégémonie politique sans les blancs. C'est impossible. Et les blancs de gauche, de gauche ne nous suffisent pas. Ah. Les blancs de gauche ne nous suffisent pas. Donc, il faut réfléchir à gagner au moins les abstentionnistes, dont on ne sait pas grand-chose. Mais, moi je sais une chose, c'est des humains. Si c'est des humains, il faut faire un pari sur l'humain. C'est tout. Moi maintenant, on pourrait presque me taxer d'angélique. La forte probabilité, c'est qu'on aille vers une solution fasciste. Donc je ne suis pas angélique, je sais dans quel contexte je suis. C'est une forte probabilité, mais ce n'est pas une fatalité. D'accord ? Mais moi, je tiens à garder mon humanité pleine et entière. Moi, mon problème, ce n'est pas les gilets jaunes, c'est moi. Est-ce que moi, je vais m'ensauvager ? Est-ce que moi, je vais finir par penser que l'humanité est homogène ? Que les racistes sont nés racistes, que c'est biologique, voire que la blanchité est une biologie. Est-ce que moi, je vais, d'une certaine manière, m'hitlériser ? Et je pose la question de James Baldwin. Qu'adviendra-t-il de toute cette beauté ? Qu'adviendra-t-il de notre beauté à nous ? Moi, je la vois, je la connais, notre beauté indigène. Moi, je peux dire les pires choses sur les non-blancs, sur les arabes, les maghrébins, les pires choses. Tellement, dans mon rapport social du quotidien, je les trouve lâches. Je les trouve jaloux. Je les trouve très peu politiques. Démissionnaires. Plaintifs. Jaloux les uns vis-à-vis des autres. Et rien qu'à voir la relation algéro-marocaine aujourd'hui, où elle nous amène. D'accord ? Donc je peux dire les pires choses. Et en même temps, je sais la beauté qu'il y a en nous, parce que je sais que on est en amont de ce que sont devenus les Blancs. On a gardé une générosité. On a gardé le sens du partage. On a gardé le sens de la communauté. On sait s'entraider. Voire, on s'est pardonné. Voire, nous là, les indigènes, à Mantes-la-Jolie, si je fais un sondage, on pose la question aux gens, est-ce qu'il faut, à votre avis, aller convaincre les petits blancs des périphéries de nous rejoindre, et est-ce que vous allez condamner leur racisme, est-ce que vous pensez qu'ils sont racistes pour la vie? Les gens vont dire non. Non, mais Alice. Mais Alice, faut y aller. C'est vrai. Faut pas les abandonner. Et voir, ils vont nous dire, Mélenchon, il va trop loin. Nous, c'est bon, on a compris. Maintenant, il faut aller chercher les... Non, on a suffisamment d'empathie, de générosité, etc., pour encore voir les humains, ces humains-là, dont certains votent RN. Nous, on a encore de l'empathie pour les considérer. On fait encore partie de l'humanité générique, comme tu dis. On fait partie encore de l'humanité générique. On n'a pas encore été complètement engloutis. Et ça, j'appelle ça notre beauté. Et qu'adviendra-t-il de toute cette beauté? Si moi, je pense que c'est foutu avec les Blancs, bah, on les abandonne, on n'a plus rien à foutre. C'est fini. À mon niveau à moi, Boffé Barba, à mon niveau, petit niveau, je rencontre une humanité blanche insoupçonnable. Partout où je vais. Et Louisa te dira la même chose. Une humanité blanche insoupçonnable. Ils nous lisent, ils arrivent vers nous avec des grands yeux. Comme, tu sens que personne ne leur a parlé. Que personne ne les a considérés. Que tout le monde les a méprisés. Et que tout le monde a dit, il n'y a rien à faire avec eux. Moi, je me retrouve dans des réunions en province avec des gens type Dupont-Lajoie. Physiquement, je sais pas quand tu les vois, ça se voit qu'ils sont fatigués, qu'ils sont là. Ils viennent et ils me remercient. Même moi, je suis étonnée. Comment ça se fait? Comment ça se fait que vous arrivez à nous comme ça? Bah, ils arrivent à nous parce que nous, on est allés vers eux. Et là, il y a un choc. Même eux, ils trouvent qu'il y a quelque chose de troublant là-dedans. Mais n'empêche que nous, ce qu'on a été capable de leur dire, bah, il y a beaucoup de gens de gauche qui n'ont pas été capables de leur dire la même chose. Bien sûr. Ça s'appelle la considération, ça s'appelle le respect. Le respect qu'il y a une humanité là, dont nous, on voit tout le processus historique qui l'a amené là,
On voit un processus historique. On ne voit pas des gens qui sont nés comme ça. On voit un processus historique et on voit la possibilité d'une transformation. Et je le redis, la possibilité du fascisme est réelle. Donc ces gens-là, une partie de ces gens-là, vont aller vers le fascisme, c'est une évidence. La question c'est, est-ce qu'on va être en capacité de les retenir? Si d'emblée tu dis « no way », il faut tout arrêter. Et c'est la meilleure manière de construire notre impuissance. Complètement. Et justement, moi je trouve ça, c'est un paradoxe fou que ce soit vous qui vous retrouviez dire à la gauche, parlez plus aux blancs, nous c'est bon. Et oui, mais c'est nous, mais c'est les indigènes en général. Oui, complètement. Ah, complètement. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je te disais, l'avant-garde, l'arrière-garde. Ouais. Ouais, c'est vrai. En fait, vous suivez le mouvement finalement. Les deux. Ouais. On est toujours l'avant-garde et l'arrière-garde. Ouais. Il faut écouter les indigènes. Moi, je sais que quand on va faire les marchés, que par exemple la FI, on me rapporte en fait. On me rapporte des distributions de tracts dans les quartiers. Les gens disent c'est bon, nous c'est bon, allez voir les petits blancs. Après ça, c'est aussi le fruit du concept de corps légitime de la nation, tu vois. C'est que nous, on est toujours dans ce... Et après, on n'a pas tort finalement, matériellement. On est toujours dans ce truc de c'est pas nous le corps légitime de la nation. C'est un peu bizarre que vous nous parliez autant, tu vois. Et allez parler au vrai corps légitime de la nation. Je suis tout à fait d'accord, il y a ça. Il y a le complexe du pas chez lui. C'est ça. On n'est pas chez nous. Mais il y a aussi la connaissance fine de ses intérêts. Tu vois ? Oui, c'est les deux en même temps, quoi. C'est les deux en même temps. Ouais. Et justement, l'AFI, dans cette manière de beaucoup nous parler à nous, elle a développé ce concept de Nouvelle-France, dont j'aimerais un peu discuter avec toi. Le concept de Nouvelle-France, directement, l'extrême droite, la frange, printemps républicain, même la Macronie, tout le monde s'est vautré dans un racisme, à dire la Nouvelle-France, c'est le grand remplacement, etc. Et la France Insoumise s'est empressée de contrebalancer ce discours en disant non, la Nouvelle-France, c'est une grille de lecture. C'est une grille de lecture analytique. Et c'est-à-dire la Nouvelle-France, effectivement, c'est l'immigration postcoloniale ouvrière, mais pas que. C'est aussi plus de féminisation, plus de jeunesse, des revendications progressistes qui deviennent finalement de plus en plus communes de par la jeunesse et la féminisation. Et moi, je pense que la France Insoumise, ce que ne font pas les médias de masse et ce que fait surtout pas l'extrême droite, c'est de les prendre au sérieux et de les lire. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu la production théorique de la France Insoumise sur la Nouvelle-France, dont un article de Imed El-Hamzaoui, qui était venu à vos universités d'été, en réponse à Fabien Roussel sur le blog de Mediapart. Et article que j'ai trouvé extrêmement intéressant, très bien construit. Et ce que dit la France Insoumise, c'est que pour le moment, à l'instant T, là en 2026, la Nouvelle-France, c'est une Nouvelle-France en soi. C'est-à-dire, c'est un constat. Effectivement, il y a plus de Noirs et d'Arabes, il y a plus de revendications progressistes, il y a plus de féminisation, etc. Le projet de la France Insoumise, c'est d'en faire une Nouvelle-France pour soi. C'est-à-dire, c'est la distinction hegelienne en soi pour soi. C'est-à-dire de créer, d'articuler toutes ces composantes de la Nouvelle-France pour en faire un projet commun. Et c'est là où ça m'amène à vos productions, à vous, les décoloniaux. C'est que vous dites, il y a un mur que la France Insoumise semble avoir sous-estimé, qui est le mur du progressisme. C'est-à-dire, ça va pas de soi, pour les indigènes, d'adhérer à un projet progressiste. Et d'ailleurs, c'est dans les deux sens, parce que dans ton livre Clarification, le dialogue avec Alain Brossat, tu dis que même ces populations qui bénéficient du progressisme, disons les femmes, les LGBT, etc., le progressisme leur étant vendu sous la forme d'un plébiscite blanc, elles ont aussi tendance à se droitiser. Donc en fait, il y a un double mouvement. Il y a les gens de chez nous qui ont été un peu traumatisés par le fémonationalisme, l'homonationalisme, etc. et qui ont une réactance vis-à-vis du progressisme. Et il y a de l'autre côté, vu que le progressisme est vendu comme un truc de blanc, il y a aussi une droitisation des populations qui bénéficient du progressisme. Vous, c'est quelque chose que vous avez pensé. Est-ce que tu as l'impression que la France Insoumise le prend suffisamment en compte? Non, pas du tout. La France Insoumise ne prend pas du tout notre critique du progressisme libéral en compte. À mon avis, parce qu'elle se prendrait une volée de bois vert. D'ailleurs, en fait, il y a une telle hégémonie à gauche du progressisme libéral que pour l'instant, elle n'est pas du tout prête. Elle n'est pas du tout prête à entendre, et notre critique à nous, même si elle est de plus en plus entendue, elle reste minoritaire.
Et là, c'est un travail de fond. Parce que là, on en revient à la question du modèle anthropologique, qui est fondé en Europe sur l'individu. C'est une idée très moderne, très nouvelle dans l'histoire de l'humanité, qui s'étend à l'humanité, parce qu'en fait c'est le seul modèle qu'on nous propose à l'échelle de l'humanité, alors que jusqu'ici, le concept d'individu comme sujet de droit, ça n'existait pas. Alors je sais qu'on s'en glorifie ici, et je me souviens quand j'étais étudiante de livres entiers sur la question comment faire émerger l'individu dans le monde arabe. Comme si il fallait absolument aller vers cet idéal-là. Comme si ça allait de soi. L'horizon indépassable. L'horizon indépassable. Moi, je suis circonspecte, très circonspecte, parce que je trouve en Europe, on est en train d'arriver au bout de ce que peut offrir l'individualisme. Parce que derrière l'individu, il y a l'individualisme c'est un sujet, c'est un projet au service du capitalisme. Et moi, ce que je sais de nos sociétés qui ne sont pas complètement éteintes, même si elles vont tous vers le libéralisme. Pour l'instant, il n'y a rien qui empêche le progrès vers le libéralisme. Bon, enfin l'avancée vers le libéralisme. Ce que je sais de ce qu'on était avant, c'est qu'en fait, l'individu existait parfaitement dans la communauté. C'est-à-dire qu'en fait, on a une connaissance fine de l'individu dans une société communautaire, on sait ce qu'est l'individu, mais c'est la société, c'est la collectivité qui lui donne ses marges de manœuvre. C'est pas l'État. C'est pas l'État qui décide de ce que doit être l'individu et qui définit sa liberté. C'est la société. Et dans les sociétés qui ne sont pas agressées par des forces extérieures, il y a toujours, et moi je dirais que c'est vital, parce qu'il y a, de mon point de vue, c'est philosophique, je pense qu'il n'y a pas de société qui peut survivre à la fois sans le fait communautaire et sans la reconnaissance de l'individu. C'est un subtil équilibre entre les deux. Donc il y a toujours un subtil équilibre entre les deux. Il me semble que là, on a dans nos sociétés, on met l'individu au centre et on efface la communauté au profit de l'État. Au profit de l'État. Donc il y a un individu qui est complètement isolé de tout et qui est à la merci de l'État capitaliste. L'individu seul, sans protection sociale, sans la protection de sa communauté. Il y a déjà cette dimension de l'individu est laissé seul face à la voracité du capitalisme. Marx disait le capitalisme, c'est la liberté du renard libre dans le poulailler libre. C'est qu'en fait, sans communauté, tu n'es plus protégé. Mais il y a un deuxième élément, moi je pense que l'islamophobie et notre oppression ici vient beaucoup en fait de cette idée d'individu. Parce que cette idée d'individu va avec son corollaire, ici en France et dans l'Occident de manière générale, c'est le refus obstiné de reconnaître les communautés. Tu vois, s'il y avait beaucoup moins d'oppression religieuse dans nos pays d'origine, vis-à-vis des juifs, des chrétiens, parce que contrairement à ce que dit la pensée dominante, l'islam, il y avait dans le monde islamique, il y avait une énorme tolérance, même pas tolérance en fait, une énorme considération pour les différentes communautés religieuses, parce qu'on les reconnaissait en tant que communauté. Elles avaient leur vie communautaire, leurs règles communautaires. Elles jugeaient par rapport à leurs références religieuses. Tu vois. Il y avait leurs propres tribunaux. Etc. Alors qu'en France, on nous dit, c'est soit vous êtes des individus, et si vous voulez continuer à faire communauté, on va vous taper dessus. Et tu vois, cette idée ça, la gauche ne le pense pas assez. L'individu, c'est aussi l'islamophobie. L'individu, c'est aussi l'oppression des groupes, tu vois. Bien sûr. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé, c'était juste pour faire ce... Mais c'est ça. Quand nous, on veut réhabiliter le fait communautaire et quand on dit qu'il faut respecter la communauté musulmane, les mosquées, les imams, que ceux-ci doivent être libérés de la tutelle de l'État, c'est parce qu'en fait, la communauté musulmane doit pouvoir s'auto-organiser. C'est ça que ça signifie. Et le problème, c'est que là, pour l'État moderne, c'est impensable qu'on puisse relever, nous, en tant que musulmans, d'une autre autorité que la sienne. Ça, c'est inimaginable. Et donc, en fait, c'est ça. On nous attaque parce qu'il n'y a pas de concurrence à l'exploitation capitaliste. On est au service de cet État-là. Point, ça s'arrête là. On ne peut pas être au service de la communauté, ou de la communauté au sens où nos intérêts sont défendus par la communauté défend l'intérêt de l'individu. Et alors, évidemment, on ne va pas rentrer dans ces sujets-là, parce qu'en fait, c'est très difficile d'avoir une lecture simple de la situation que je viens de décrire, parce que nos communautés elles-mêmes
elles sont constamment agressées. Si tu me dis, les femmes sont maltraitées dans nos communautés, est-ce que c'est du fait de l'islam ou c'est de notre longue histoire d'oppression? On a l'impression que c'est à cause de l'islam. Moi, je crois que quand la colonisation s'est abattue dans nos pays, qu'elle a séparé les genres, qu'elle a quasiment créé, je ne dis pas qu'elle a créé le genre féminin et le genre masculin, mais qu'elle les a tellement séparés dans des sphères opposées, que finalement, elle a accentué la différence de genre. D'accord ? Qu'elle a émasculé les hommes. Comment on peut penser la violence masculine sans relation avec cette histoire-là? C'est pour ça que moi, ça ne m'intéresse pas qu'on me dise, qu'on fasse remonter ça à l'islam, à la culture. Moi, je reviens toujours à des questions matérialistes. Pourquoi les hommes de chez nous sont ce qu'ils sont? Est-ce qu'on peut les penser en dehors de l'agression coloniale, de l'histoire coloniale? Est-ce qu'on peut les comprendre autrement, le type de masculinité qui est la leur? Que ce soit celle de nos pays d'origine ou celle des quartiers. Quand on sait à quel point le genre masculin, par exemple, est agressé, violenté, à quel point il est la cible directe de l'État. Moi, quand je vois un homme violent de chez nous, je constate qu'il est violent. Je constate une masculinité toxique, mais je ne fais pas le lien avec l'islam. Que les musulmans d'aujourd'hui se réapproprient cette virilité et qu'ils la rattachent eux à l'islam, c'est leur construction à eux. Mais si on fait la vraie histoire des relations sociales, on se rend compte que c'est le fait colonial. Et que c'est le monde violent dans lequel on vit. Et c'est le même débat en Iran aujourd'hui. C'est le même débat. Communauté agressée, voilà, se rigidifie. Et ceux qui paient les pots cassés, c'est les subalternes à l'intérieur de cette communauté. Tout à fait. Donc les femmes, etc. Tout à fait. Et c'est ça aussi, hein, c'est un vrai sujet de friction avec la gauche. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est très difficile de comprendre. Et c'est sûrement pas avec le progressisme libéral qu'on va comprendre cette complexité. On va pas le comprendre. Et le besoin de communauté, par exemple, réfractaire à l'idée d'individu, faut la prendre au sérieux. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'en fait, cette gauche qui prétend vouloir faire communauté, elle ne comprend pas le besoin communautaire. Là, il y a un hiatus. Parce que pour elle, il y a des communautés qui vont dans le bon sens, la communauté du socialisme, etc. Et il y a des communautés rétrogrades, la famille, la religion, etc. Oui, mais là, elle manque de matérialisme, de regard matérialiste. C'est quoi la communauté musulmane? Est-ce que la communauté musulmane ne peut vivre que d'idées? Elle peut vivre que d'idées. Elle est forcément fondée sur des rapports sociaux, des rapports de production, des rapports économiques, etc. Ça ne veut rien dire, la communauté musulmane. Il n'y a aucune communauté musulmane qui vit d'amour et d'eau fraîche. Ça n'existe pas. Bon, ben voilà. Donc c'est une communauté qu'il faut appréhender de manière matérialiste, comme tout le reste. Et du coup, on commence à arriver sur la conclusion de cet entretien. Finalement, si on fait le bilan de tout ce qu'on a dit, là, 2027, c'est demain. Donc on est obligé de réfléchir là sur un horizon de court terme. Sur un horizon de court terme, on ne va pas rompre le contrat racial comme ça. Non. Sur un horizon de long terme, on va pas remettre en cause l'hégémonie du progressisme libéral. Non. Donc, sur un horizon de court terme, qu'est-ce qu'on fait? On fait une campagne de premier tour. On vise Macron. On hausse la voix sur l'Europe. J'ai dit dans mon intervention de l'université d'été qu'il fallait comprendre les paniques morales et pas les rejeter, et surtout ne pas laisser l'extrême droite leur donner un sens. Donc comprendre les paniques morales, même quand elles nous paraissent un peu réac, il faut les comprendre et leur donner un débouché politique. Je parlais notamment de l'affaire Epstein. L'affaire Epstein. Sur laquelle la FI a été très bonne d'ailleurs. Très bien. Il faut continuer. Tout à fait. Je l'ai reconnu, j'ai dit qu'ils ont été très bien. C'est l'extrême gauche qui est moins bonne sur ce genre d'affaires. L'affaire Liana, etc. Je veux dire, en fait, on comprend que les gens soient dégoûtés. Le dégoût, l'écœurement de cette société, c'est normal. La pédocriminalité, etc. Bon, ben voilà. Donc, ça, faut bien le prendre en compte et dire oui, c'est un problème. Et faire le lien, toujours, avec les modes de production. On est dans un pays capitaliste. Ça peut produire
que ce genre d'humains, que des humains dégradés, que des humains qui font du mal à d'autres humains. C'est obligé, la violence engendre la violence, c'est impossible autrement. C'est très difficile de tout remettre sur le dos du capitalisme parce que je ne crois pas que les sociétés prémodernes aient été, disons, que humaines et bienveillantes, c'est pas vrai. Les guerres, elles ont toujours existé, le crime a toujours existé, mais c'est dans des proportions, c'est dans la massification. C'est du jamais vu à l'histoire de l'humanité, quoi, ce qu'a fait le capitalisme. Ouais, c'est du jamais vu. Bon, bah voilà, on a nos grands axes pour la campagne de 2027. Hola Boutelja, merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Merci pour cet entretien. Je profite de la fin de cet entretien pour dire à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent de soutenir l'association Ensemble sur le chemin du savoir, qui organise des rencontres littéraires, des podcasts avec des intellectuels de renom comme Horia qui est avec nous aujourd'hui, de partager cet entretien et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes.